Nous devons rétablir de l'ordre au Rwanda. Au cas où les ennemis fuient et sont sur le sol rwandais, on doit les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement au Rwanda. Il faut amener la guerre là-bas. Et je vais vous dire une chose, à la fin de la journée, nous devons avoir comme objectif de dénicher le mal là où il se trouve. Le mal aujourd'hui, c'est Paul Kagame. Il faut aller capturer Paul Kagame, le ramener ici et le juger en République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir donc la paix et la paix pour toujours. Mais chaque fois que nous allons nous arrêter aux frontières, il va sentir qu'il n'est pas menacé. Info 243 au cœur de l'actualité. On évoque une situation ou un aspect des choses, vraiment un aspect délicat. On parle de l'infiltration au sein de l'armée. Est-ce que vous pensez avec une armée comme ça, on pourra lancer les hostilités et vaincre? Il y a une infiltration très ouverte au sein de l'armée congolaise. Et je ne dis pas simplement au sein de l'armée congolaise, au sein des institutions congolaises. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait la proposition de loi de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté en République démocratique du Congo. Cette proposition de loi consiste en quoi? Qu'on puisse choisir des fonctions qui doivent être réservées exclusivement aux Congolais dont la loyauté est à 100% à l'égard de la République démocratique du Congo. C'est de cela qu'il s'agit. C'est parce que j'avais vu qu'il y a beaucoup d'infiltration à tous les niveaux. Ça va au-delà de l'armée et de la police. Et je voudrais maintenant même demander que cette proposition de loi soit étendue à d'autres secteurs, qu'on ne puisse pas se limiter simplement aux fonctions de souveraineté, qu'on regarde tous les échelons de l'administration publique, tous les échelons de l'armée, de la police, de nos services de sécurité, qu'on fasse le recensement de qui est qui. Si on connaît que la personne a un pied dedans, un pied dehors, il peut être congolais, on l'accepte, mais il ne doit pas occuper des fonctions de souveraineté ni dans l'administration publique, ni dans les services de sécurité, ni dans l'armée, ni dans la haute magistrature. C'est comme ça qu'un pays souverain doit pouvoir donc se comporter. Je voudrais vous donner donc deux exemples qui doivent alarmer nos compatriotes. Tout récemment, Paul Kagame a nommé son ambassadeur, l'ambassadeur du Rwanda auprès de la France. On découvre que ce monsieur qu'on a nommé, il vivait avec nous en République démocratique du Congo. Il a occupé des fonctions importantes au sein de l'administration. Il n'est même pas militaire, il n'est pas policier, mais il a occupé des fonctions importantes de l'administration. Qu'est-ce qu'on découvre? Que ce monsieur que nous, on croyait était congolais, est Mouchi du Sud Kivu. On vient de le nommer ambassadeur du Rwanda en France. Ça veut dire que nous étions infiltrés. On avait quelqu'un parmi nous que l'on prenait pour Congolais, mais qui en réalité était un Rwandais. Ce qui montre la nécessité de purifier les institutions de la République pour réserver certaines fonctions au sein de l'administration publique, au sein de l'armée, de la police, simplement aux Congolais dont la loyauté est 100% à l'égard de la RDC. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple maintenant, Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda ici. Je ne sais pas si on l'a expulsé ou bien il est toujours ici. Vincent Karega a dit qu'il avait une mère congolaise et que pendant 32 ans, il était congolais comme vous et moi. Soudainement, il est nommé par Kagame ambassadeur donc du Rwanda en RDC. On découvre qu'il était rwandais, alors que pendant qu'il vivait avec nous, on le croyait congolais. Nous devons purifier le Congo de ce genre de personnes-là pour éviter cette infiltration. Ce que ça veut dire, c'est que pendant 32 ans qu'on le prenait pour Congolais, il travaillait pour le Rwanda et pas pour nous. Troisième exemple, lui-même Paul Kagame vient de déclarer, je ne sais pas si cette information est correcte ou pas, parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais à l'hypothèse qu'elle est correcte, il vient de déclarer que sa mère est congolaise, locale de la province orientale, donc du côté de Kisangani, et que son père serait un Tutsi rwandais, et par conséquent, il considère que lui-même, il est congolais aussi. Mais vous vous rendez compte, si on ne fait pas passer la proposition de loi Tchang de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté, Paul Kagame est tout à fait justifié de venir poser sa candidature pour être président de la RDC. Est-ce que c'est ça le risque que nous sommes disposés à accepter en tant que pays? Mais apparemment, cette question dérange toutes ces raisons-là, il nous faut faire passer la loi de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté et étendre même cette loi-là aux autres institutions, à tous les échelons dans l'administration publique. Cette question dérange pour beaucoup. Beaucoup de personnes, ils ont tendance à s'énerver quand on parle de cette loi. D'ailleurs, pour certains, ils parlent de la loi de la congolité en lieu et place de parler de la loi de verrouillage aux fonctions. Ça peut déranger les gens qui n'ont pas tous les deux pieds en République démocratique du Congo. Je ne vois pas de raison pour lesquelles un Congolais
de père et de mère qui a des pieds en RDC, ou même un Congolais qui a acquis la nationalité mais qui se sent foncièrement congolais, je ne vois pas pourquoi cela doit le déranger. Ceux qui sont dérangés, ce ne sont pas des vrais Congolais. Ce ne sont pas des vrais Congolais. Certains y sont visés. Je vais vous dire une chose. Déjà, l'utilisation du mot congolité montre bien qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. La congolité, on l'a créée. On a créé cette terminologie-là pour faire allusion à l'ivoirité. L'ivoirité, c'était le refus de reconnaître la nationalité ivoirienne aux Ivoiriens originaires du nord de la Côte d'Ivoire, sous prétexte qu'ils étaient des Burkinabés. Nous, on n'a pas un problème similaire en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de Congolais à qui nous refusons la nationalité. Nous sommes très généreux, on accepte tout le monde. Vous êtes des pères ou des mères, on vous accepte, vous êtes Congolais. Vous n'avez pas de parents congolais, vous vous retrouvez sur le sol congolais, vous avez opté pour la nationalité congolaise, on vous accepte comme Congolais. Alors, maintenant, nous voulons simplement faire la distinction entre ce que tous les Congolais peuvent faire et ce que quelques Congolais peuvent faire parce que ce sont des ayants droit. Les ayants droit, ce sont ceux qui sont des pères et des mères congolais. Les autres, on les accepte, ce sont nos compatriotes. Ils peuvent tout faire, sauf toucher à ces fonctions de souveraineté. Et je voudrais vous dire qu'on n'est pas le seul pays du monde à adopter une loi de ce genre-là. Les États-Unis d'Amérique, ils ont 350 millions d'habitants. Sur les 350 millions d'habitants, au moins 100 millions d'habitants ne sont pas éligibles pour des fonctions de souveraineté. 100 millions, vous vous rendez compte? Nous parlons ici de 100 postes, mais 100 millions d'habitants, parmi lesquels on trouvera les Henry Kissinger, les Madeleine Albright, les Arnold Schwarzenegger. Tous ces gens-là ne peuvent pas prétendre aux fonctions de souveraineté. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés sur le sol américain. Je voudrais vous donner le cas de la Zambie ici à côté. C'est le droit du sol. Oui, mais le droit du sol, nous avons ici la paternité qui est transmise par le sang. Il faut bien qu'on puisse comprendre ça. Maintenant, regardons le pays à côté ici, la Zambie. La Zambie avait une constitution aveugle comme celle que nous avons aujourd'hui. Ils se sont retrouvés un jour avec un président de la République qui était le vice-président qui a assumé la présidence temporaire. C'était un blanc écossais. Les Zambiens ont dit, tiens, comment ça nous est arrivé? Ils ont changé la constitution. Aujourd'hui, pour être candidat à la présidence de la République en Zambie, il faut être zambien de nationalité, mais avec les deux parents qui sont zambiens jusqu'à une certaine génération. C'est ça que nous voulons mettre en place aussi comme loi dans notre pays, pour nous assurer que ce pays de Patrice Lumumba, et pour lequel Patrice Emery Lumumba a donné de sa vie, et tant d'autres martyrs de l'indépendance, pour connaître la souveraineté. La souveraineté voulait dire la gestion du Congo par les Congolais, pas la gestion du Congo par des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. En 1960, lorsque les Belges donnaient l'indépendance aux Congolais, ils n'ont pas choisi parmi les enfants métis. J'ai vu une association là qui réclame donc des droits pour être reconnus comme des Belges. Alors, ils n'ont pas choisi parmi ces enfants métis qu'ils ont fabriqués, qu'ils ont laissés ici, l'un d'entre eux pour lui remettre le pouvoir. Ils ont choisi parmi les Congolais, de souche, des pères et des mères, qui pouvaient représenter la RDC. C'est comme ça que Joseph Kasavubu et tous les autres qui se sont suivis sont arrivés au pouvoir. Donc, ne perdons pas cet élan-là pour que 62 ans plus tard, on puisse basculer le Congo sous le contrôle donc des gens dont la loyauté est tout à fait confuse, qui n'est pas claire, qui ne pourrait pas défendre les intérêts de la RDC à 100%. Donc voilà le sens donc, de la proposition. Il faut qu'il y ait des modifications simultanées dans la Constitution. Dans l'article 10 de la Constitution qui parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise que nous voulons remplacer par l'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour qu'un Congolais reste Congolais jusqu'à la mort. Qu'on ne puisse pas dire qu'un Congolais a perdu la nationalité congolaise parce qu'il a opté pour une nationalité étrangère. Et la deuxième modification, c'est l'article 72 de la Constitution qui dit que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être Congolais d'origine. Et nous voulons ajouter virgule, né de père et de mère Congolais d'origine. Mais pour faire ces deux modifications-là, il faut modifier la Constitution. Or, dans la Constitution, lisez très bien, on dit qu'on ne peut pas toucher à la Constitution, on ne peut pas faire des révisions constitutionnelles pendant que le pays se trouve dans l'état de siège. C'est ça la raison qui fait que jusqu'aujourd'hui, nos propositions traînent encore au niveau de l'Assemblée nationale. On attend que l'état de siège donc termine et on va opérer ces changements une fois pour toutes et dans la loi électorale et dans la Constitution. Il y avait un président qu'on appelait Habyarimana. Son avion a été abattu par qui? Par des missiles lancés par l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame. C'est un criminel qui a commencé depuis très longtemps et la communauté internationale l'a supporté, l'a accepté comme tel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences de cela. Paul Kagame a commencé par être terroriste en tirant sur cet avion-là, en tuant Habyarimana. Et à cause de cela,
il y a eu ce qu'on a appelé le génocide rwandais. Le génocide rwandais, c'est quoi? En réalité, les Rwandais, entre eux-mêmes, les Hutus et les Tutsis, ils se sont entretués. C'est un peuple violent. Ils se sont entretués entre eux-mêmes. Une fois qu'ils se sont entre eux-mêmes, Paul Kagame en a profité pour arriver au pouvoir. Et entre-temps, parce qu'ils s'entretuaient chez eux, la communauté internationale a demandé à la RDC d'ouvrir les frontières et de recevoir donc les réfugiés qui voulaient trouver refuge quelque part. C'est comme ça que nous avons importé ce problème rwandais sur notre sol aujourd'hui. Pour y mettre fin, nous devons rétablir de l'ordre au Rwanda. Pour qu'il y ait un régime qui est dirigé par la majorité des gens, par la démocratie. Et la majorité des gens au Rwanda, vous savez qui ils sont? Ce sont des Hutus. Les Tutsis au pouvoir aujourd'hui, c'est une petite minorité. Mais au cas où les ennemis fuient et sont sur le sol rwandais, on doit les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement au Rwanda. Il faut amener la guerre là-bas. Et je vais vous dire une chose. À la fin de la journée, nous devons avoir comme objectif de dénicher le mal là où il se trouve. Le mal aujourd'hui, c'est Paul Kagame. Il faut aller capturer Paul Kagame, le ramener ici et le juger en République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir donc la paix et la paix pour toujours. Mais chaque fois que nous allons nous arrêter aux frontières, il va sentir qu'il n'est pas menacé. Et il va revenir avec ces aventuriers-là pour semer de l'insécurité sur notre territoire national. Comment vous justifiez cela? Capturer un président en fonction dans un pays et puis le ramener ici pour le juger? Il n'y a pas de cours internationaux. Non, lorsque les intérêts de la RDC sont menacés, nous devons les défendre. Et je vais vous donner un exemple, que ça, ce ne serait pas le premier cas où un pays est allé capturer un président étranger pour le ramener et le juger pour atteinte à la sûreté de l'État. Vous vous rappelez les États-Unis d'Amérique avec Manuel Noriega, qui était le président du Panama. Il avait pris même des machettes, il menaçait les Américains. Vous savez ce que les Américains avaient fait? Ils sont allés au Panama, ils ont poursuivi Manuel Noriega, on l'a capturé, on l'a ramené vivant, on l'a mis en prison à Miami. Il vient de mourir il n'y a pas longtemps. Donc ce ne serait pas la première occasion ou le premier incident d'un pays qui va poursuivre un président étranger qui cause de l'insécurité donc sur son territoire. Donc nous sommes tout à fait justifiés d'envoyer les FARDC, de capturer Paul Kagame, de le ramener en RDC, de le juger, le garder en prison ici, pour que nous puissions avoir la paix sur l'étendue du territoire national.